Alors, bienvenue aujourd'hui pour cet insider dédié au groupe de travail cryptoactif, où on va pouvoir vous présenter nos travaux. Comme on en a l'habitude, je vais vous faire un tout petit point d'actualité parce que en ce début de période estivale, on a pas mal de choses à annoncer, entre autres pour préparer la rentrée. Et puis après, on ira directement sur une présentation du GT et surtout sur une présentation du livrable qui a été produit par le groupe de travail, où on représentera les différents éléments de ce livrable, qui est, comme la plupart d'entre vous le savent, qui a pris la forme d'un premier catalogue d'attaques. Et puis, on aura 10 minutes après d'échange pour pouvoir répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors, juste en matière d'actualité, je vais rester un peu concentré sur les actualités du studio. Alors, j'ai vu que quelqu'un avait essayé de se connecter, je vois si je peux le faire rentrer. Hop. Donc, pour ce qui est du studio des communs, alors, précédente. Donc aujourd'hui, on est quand même content de vous annoncer que sur Studio des communs, l'équipe s'agrandit. Donc on a validé 2 recrutements, une personne qui est arrivée en début juillet, ce qui va nous permettre d'amplifier un tout petit peu notre présence sur l'accompagnement DGT et puis d'aller au bout de certains communs ou de faire avancer certains communs. Une deuxième personne nous rejoindra le 12 septembre et probablement on aura une personne qui viendra en tant qu'apprenti aussi pour nous accompagner. Ce qui fait qu'on aura normalement un studio des communs qui sera dans sa forme, en tout cas aboutie, parce que le but c'est d'avoir à peu près un studio des communs de 3 à 4 personnes. Donc voilà, on espère qu'à partir de décembre, on sera pleinement actif une fois que tout le monde sera un peu monté en compétences. Pour vous dire, donc aujourd'hui, c'est le lancement du groupe de travail gestion de crise. Donc on est très content que le kick-off démarre aujourd'hui. Ils sont assez nombreux. Ils travaillent en ce moment pour préparer particulièrement le sujet de l'exercice de crise qui aura lieu au mois de décembre. En quelques chiffres, on a à peu près 93 entités qui sont inscrites pour participer à une gestion de crise multisite, multimétier, évidemment lié à la cybersécurité. Il y aura à peu près 2 formats. Il y aura un format qui sera accueilli ici sur le site du campus cyber. L'idée, c'est de mélanger les profils au sein du campus. Et puis après, chaque entreprise pourra aussi mener cet exercice de crise dans ses propres locaux. Donc voilà, donc on va monter une équipe d'animation à partir du campus et puis on va mener ça. Vous aurez des nouvelles a priori à partir de septembre sur cette animation. Je suis désolé, je fais à peu près 2 choses en même temps. Voilà. J'aurais vraiment besoin d'une personne supplémentaire au studio des communs. Le deuxième GT qui a été lancé, c'est le GT sensibilisation. Donc le kick-off a eu lieu la semaine dernière. Ils se sont mis en accord, ils ont validé le cadrage. Et donc ils lancent, la prochaine réunion aura lieu début septembre. Et donc maintenant, on peut considérer que ces deux GT sont lancés. Concernant le GT ferroviaire, on est encore en discussion pour bien identifier les orientations de ce GT, puisque pour l'instant, c'est encore pas très clair. On travaille aussi beaucoup cet été sur développer les outils. Donc, on en a 3 en tête. Le premier dont vous voyez des premières images, c'est un wiki. On en parle depuis un certain temps. Donc, on est en train de tester ce wiki ici en interne, de l'alimenter en contenu aussi. Et l'idée, c'est de le sortir début septembre. On a des sujets aussi de validation de la sécurité. Et puis, on va mener des UAT aussi fin des vacances. Donc, on espère avoir un wiki fonctionnel à compter de septembre. On va aussi tester un outil de réseau social d'entreprise afin de fournir une capacité de soutenir les communautés. Donc, comme vous savez, on a des communautés d'intérêt qui vont être lancées en courant septembre, et c'est un outil qui pourra aussi servir au groupe de travail. Et puis, on va compléter cette suite d'outils par un troisième qu'on évalue encore en ce moment, qui serait un outil d'échange de fichiers chiffrés de bout en bout.
ce qui permettrait sur les GT d'avoir, comment dire, de partager des documents un peu plus sensibles, mais aussi sur le wiki de mettre en accès des documents sensibles et qui seront évidemment connectés à notre SI. Et donc comme ça, on espère en début 2023 une suite d'outils un peu complète pour nous permettre de mieux travailler ensemble. Dernière information qui date d'hier, on va mener un exercice comment dire, de captation de fonds européens. L'idéal est assez simple, hein, c'est de commencer à vous informer sur quelles sont les enveloppes européennes qui sont accessibles soit directement dans la cybersécurité, soit sur des métiers connexes, mais qui a besoin de développement de cybersécurité. Et en parallèle des GT standards, on va essayer de monter comment dire, des exercices de réflexion pour faire aboutir des consortiums sur les enveloppes européennes. Évidemment, hein, l'idée, c'est de capter un maximum de fonds pour notre écosystème et de se positionner sur des sujets d'intérêt que vous connaissez déjà. Donc, on ne va pas se le cacher, c'est des projets qui sont d'une certaine envergure, qui demandent pour avoir un bon dossier plusieurs mois de travail. Donc, pour les dépôts de novembre cette année, on va être un tout petit peu juste, mais ça va nous préparer surtout pour les dépôts de l'année prochaine. Donc, je pense qu'on fera exceptionnellement un insider mi-juillet pour vous présenter un tout petit peu comment on va orchestrer cette activité. Je vais pouvoir laisser la parole à nos 4 intervenants qui sont là pour représenter le groupe de travail Cryptoactif. Donc, le groupe de travail Cryptoactif, c'est un groupe qui existe depuis maintenant 1 an. L'idée initiale, hein, c'est d'avoir une exploration de ce que peut être les cryptoactifs et particulièrement d'apporter un regard cybersécurité sur ces différents outils. Évidemment, c'est des outils qui font les choux gras de certains médias et donc on s'est dit que c'était intéressant, nous, de se poser la question de est-ce qu'on a, quel avis on peut donner sur ce niveau de sécurité et puis peut-être aussi à terme mener des réflexions sur quel intérêt on peut voir sur ces différents outils. Voilà pour la présentation et je vais tout de suite laisser la parole à donc, Christophe et Stéphane pour l'introduction. Ensuite, on aura Alexandre pour vous introduire le sujet et comment on l'a traité. Et puis enfin, Jean-Loïc et Thomas qui vont pouvoir vous présenter plus en détail certains assets qu'on a pu décortiquer. Christophe. On prend la main. Stéphane, tu veux introduire ou je le fais? Ouais, je te propose de commencer, puis je complémenterai peut-être. Vas-y, je t'en prie. Parfait. Bah, écoutez, bonjour à tous. Quand on a créé le groupe Cryptoactif, on s'est posé la question comment on pourrait combiner les 2 communautés, puisqu'on a une communauté, on va dire crypto, qui est plutôt dans le déploiement de nouvelles solutions, l'innovation et comment développer des nouvelles choses, et une communauté plutôt cyber à laquelle Christophe de la Banque de France et moi-même appartenons, qui sont plutôt, on va dire, normatifs, réglementaires, certification, régulation. Et du coup, on s'est dit que le point de convergence, c'était peut-être de réfléchir à est-ce que finalement la blockchain dans l'écosystème, tout le monde pense que c'est sécurisé par défaut, ce qui est vrai au niveau cryptographique, mais qui n'est pas forcément vrai dans le déploiement ou dans la mise en œuvre. Et du coup, pour pouvoir faire comprendre et travailler les 2 écosystèmes, on a proposé au groupe de travail de travailler sur un catalogue d'attaques connus qui permettent de recenser des attaques et d'essayer de les segmenter pour pouvoir voir derrière comment on pourrait utiliser ces informations-là pour mettre en place des solutions plus sécurisées ou des bonnes pratiques. Christophe, je te laisse Oui, tout à fait. Et donc, l'introduction. pour ce faire, on a effectivement travaillé sur un historique des attaques connues. On a essayé, ce qui va vous être introduit juste après, de définir une picture globale de ce que c'est que les technologies blockchain. C'est pas si évident. On a énormément discuté sur ce thème-là. Enfin, ça a pris une bonne partie du temps du GT d'arriver au schéma qu'on va vous présenter, qu'Alexandre va vous présenter tout de suite après, c'est-à-dire c'est comment représenter visuellement et simplement cet écosystème
complexe, mouvant en constante évolution quelque part et de manière simple et compréhensible par tous. Effectivement, pour des gens qui venons comme Stéphane et moi du monde cyber, il y a un petit choc culturel pour appréhender tout ça et ce travail, enfin, c'est vraiment un travail quelque part de vulgarisation qui est indispensable, au-delà de la technologie blockchain qu'on connaît tous. Voilà, il y a une bloc de chaînes et on les enchaîne les uns aux autres. Bon, ça, c'était assez facile. Tout l'écosystème qui est autour est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Donc, je pense que cet effort de vulgarisation était un effort important. Donc, on est parti de ce schéma de qu'est-ce que c'est qu'une blockchain et des technologies blockchain, de l'historique des attaques, et on a essayé de catégoriser les attaques sur ce schéma-là en fonction des différentes couches que l'on voit, de répertorier ces attaques en fonction des différentes couches et de les catégoriser ainsi. Travail très instructif et je vais tout de suite passer la main à Alexandre qui va vous montrer tout ça. C'est assez passionnant. Merci Christophe. Bon, tu as à peu près dit tous les mots-clés que j'avais en tête, donc c'est nickel, mais c'est bien ça l'idée. Hein. On décrit l'écosystème, on ne décrit pas ce que c'est une blockchain, parce que c'était pas le but, donc, mais vraiment décrire l'écosystème autour de la blockchain, et puis définir des macro-blocs sur lesquels on peut identifier des vulnérabilités, des menaces, pour ensuite descendre sur le catalogue. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer ce schéma. Donc, on commence par la couche sous-jacente, qui est donc composée d'un registre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est le registre, mais c'est globalement le livre de toutes les opérations qu'il peut y avoir sur une blockchain, qui est en fait dans un nœud. Il y a une multitude de nœuds qui communiquent entre eux grâce à un réseau. Et le registre est validé grâce à un consensus. Alors là, on entend parler de proof of work, proof of stake, proof of ce qu'on veut en fait, parce qu'il y en a plein de différents. Et puis une gouvernance. Et ça, en fait, on est là vraiment sur la partie sous-jacente de la blockchain. Et déjà, sur ce point-là, on a un ensemble d'attaques qui seront décrites plus tard par Jean-Louis. Voilà. Une fois qu'on a cette couche sous-jacente, on ne peut pas faire grand-chose en fait sur une blockchain. Donc on a besoin en fait on va dire, une couche business pour pouvoir réaliser des opérations. Et donc on a la première qui est apparue très rapidement, qui est une partie centralisée. Donc on a notamment eu la partie des exchanges, donc qui permet de faire l'échange entre une monnaie et un cryptoactif. C'est bon, Christophe, c'était... Voilà. Faut pas dire monnaie. Voilà. Faut pas dire monnaie, monnaie est interdite. Et un cryptoactif. On a eu des applications qui sont apparues, en fait, qui se connectent à la blockchain pour réaliser soit de la lecture de la blockchain, soit des opérations, mais en mode centralisé. Et puis, on a la partie Oracle aussi, qui sont, alors là, c'est très discutable parce qu'on a des oracles qui peuvent être centralisés, décentralisés. Ce sont des modules qui, en fonction de ce qui se passe dans le vrai monde, dans la vraie vie, de faire des opérations sur une blockchain. La deuxième partie, c'est les applications décentralisées. Alors là, on a entendu plein de mots-clés. On va pouvoir parler de plein de mots-clés comme défi, NFT, voilà, où en fait, pour le coup, on a des applications qui s'appuient sur du code qui est inscrit à l'intérieur du registre. Donc ce code qui est inscrit à l'intérieur du registre, c'est un smart contract. Et en fait, on a des applications, des logiciels qui sont codés à l'intérieur de la blockchain, de telle sorte que ce logiciel, il est totalement décentralisé au sein de la blockchain. Donc là encore, on verra les types de menaces qu'il peut y avoir sur cette partie-là. Et puis, on n'oublie pas un phénomène qui est assez intéressant et qui se développe de plus en plus. Moi, je pense souvent à Polkadot comme environnement, où en fait, on a une blockchain principale et puis ensuite, on a des pistes d'atterrissage pour connecter plein de blockchains qui sont des blockchains de niveau supérieur et qui en fait s'appuient
sur les caractéristiques de la partie sous-jacente pour définir des opérations et pour créer d'autres blockchains. Donc voilà, on a sur cette couche business logique, entre guillemets, on a un écosystème qui, si on s'arrêtait là, est déjà relativement riche et où on se doute bien déjà qu'il y a plein de menaces possibles. Ensuite, on a la couche wallet, c'est un peu, on va dire, la partie identité et la partie autorisation sur la blockchain. J'ai touché un truc. Hop, voilà. C'est bon. Où là, en fait, on va avoir deux grandes catégories. Les wallets qui n'appartiennent pas au client final. Donc, on va appeler les custodian wallets, qui sont en général adossés aux exchanges centralisés. Et puis, on va avoir les wallets, on va dire, personnels, retail, des clients qui utilisent la blockchain, qui peuvent être à la fois software, hardware, on pense à MetaMask, à Ledger, plein. Et là encore, il peut y avoir des attaques sur cette partie-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce Web 3.0, qui est la blockchain, en fait, il n'existe pas sans le Web 2.0. Voilà. Aujourd'hui, pour communiquer avec une blockchain, on utilise Internet, c'est l'Internet d'aujourd'hui. On utilise des pages web statiques en général. Et là, donc, on a tout un ensemble de menaces très classiques, comme le phishing, voilà, des techniques de man in the middle, des choses comme ça, qui sont qui existent encore dans cet écosystème. On va finir en fait avec l'interopérabilité, c'est-à-dire que l'ensemble des blockchains aujourd'hui elles communiquent entre elles, et on a vu, Jean-Louis en parlera, des attaques à ce niveau-là, où en fait on a des bridges, donc ce qu'on appelle des bridges, c'est-à-dire des modules de communication entre deux blockchains qui en définitive permettent de communiquer, mais aussi sont soumis à des menaces. Donc voilà globalement comment on a construit l'écosystème. Et donc, vous avez vu, je vous ai présenté différents blocs. Ces blocs, en fait, c'est globalement le sommaire, la construction du catalogue d'attaque, où en fait on a défini pour chacun des blocs l'ensemble des éléments qui vont être présentés tout de suite par Jean-Louis, qui vient de m'amuser. Super. Super, merci beaucoup Alexandre pour cette belle description du schéma d'architecture. Donc en effet, le but de découper tous les différents composants, c'est de pouvoir en effet découvrir dans l'historique de ce qui s'est passé au fil des années, les différents types d'attaques et pouvoir les catégoriser ainsi. Donc avec le temps qui nous reste, on va essayer de vous présenter un peu ce qu'on a pu décrire beaucoup plus en détail dans le catalogue d'attaques par la suite. Donc Thomas et moi, nous allons vous présenter certaines attaques dans différents types de composants. Donc, nous allons commencer notamment par la data layer, qui sont les smart contracts. Donc, les smart contracts qui ont été inventés lorsque la blockchain Ethereum a été créée en 2014, ce qui permettait la création de code qui était stocké dans la blockchain, donc immuable, publiquement accessible, où tout le monde pourrait vérifier ce qui était inscrit dedans et s'assurer que la logique du business était bien celle qui était attendue. Donc, nous avons plein de types d'attaques, mais ce que nous allons faire, en fait, c'est de vous expliquer peut-être une attaque. Donc, je vais passer quelques animations. Je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, de faire l'analyse de pentesting ensemble. Mais en fait, l'attaque qui a eu lieu sur la Beauty Chain, notamment avec le token BEC, c'est en fait ce qu'on appelle un integer overflow. Donc, les smart contracts qui sont codés dans un langage qui s'appelle Solidity. Et en fait, pour les opérations mathématiques, les nombres sont représentés sur 257 bits. Ça veut dire qu'il y a un maximum de valeurs que ce nombre peut atteindre avant qu'il passe à la valeur minimale. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un manque de validation dans le code. Et avec des bons paramètres qui ont été passés dans une des méthodes du smart contract, l'attaquant, en fait, il a trouvé des bonnes conditions, donc notamment, il a passé
un nombre de personnes qui devaient recevoir des fonds égal à 2, et puis la valeur était très élevée, de l'ordre de 10 puissance 26. Et ce qui a fait en sorte que l'attaquant il a pu récupérer 10 puissance 58 tokens de ce smart contract, et donc pratiquement a mis à genoux le projet et a récupéré énormément d'argent par la suite. Merci Jean-Loïc, je reprends la main sur le catalogue d'attaque. Bonjour à tous, c'est Thomas Benoît de Citizen. Donc sur la couche forte, la couche en fait des réseaux, il est possible de faire des attaques réseau en fait sur la blockchain, notamment l'exemple qu'on a choisi en fait pour ce point-là, c'est une attaque sur deux blockchains. Machines qui sont des avis de transaction. Vous pouvez réaliser des plans d'attaque de DOS. Enfin, vous pouvez, c'est compliqué. Et par exemple, des cas, par exemple, c'est-à-dire en 2022 sur Solana, une blockchain qui a connu en fait en arrêt. Attends, Thomas, on t'entend très très mal. Est-ce qu'il y a moyen de réguler ton son? Attendez. Il y a beaucoup de bruit de fond. Vous m'entendez mieux? Ah, beaucoup mieux. Vas-y, je te reprends. Vous m'entendez mieux? Parfait. Donc, pour revenir en bref sur ce point-là, donc on peut réaliser des attaques DDoS en fait, sur la blockchain. Donc, l'exemple qu'on a choisi, c'est celui d'un DDoS qui a lieu sur la blockchain Solana, sur ces nœuds validateurs. Et si on va en fait à la prochaine slide, on va pouvoir voir justement en fait un peu comment s'est déroulée l'attaque. Donc, on ne va pas rentrer là forcément en fait dans les détails, mais en fait à force en fait de faire des transactions de 400 000 transactions par seconde, il y a pu en fait avoir une attaque DDoS. Je vous laisserai approfondir dans le rapport pour voir plus en détail comment a été menée l'attaque. Super. Donc, je me permets de reprendre la main aussi pour vous parler un peu plus d'attaque sur la layer de consensus. Alors, le consensus est en effet ce qui permet au réseau de se mettre en accord sur l'état actuel de la blockchain, savoir quelles sont les transactions et en quel ordre elles ont eu lieu. Et quand on parle de consensus, on entend souvent des types de vulnérabilités du type double spending ou attaque de 51%. C'est en fait des attaques qui sont similaires. Et ces attaques sont possibles lorsque un acteur ou plusieurs acteurs en fait, qui se mettent en collaboration décident de changer l'historique et en tout cas dans le cas du proof of work, c'est un type d'attaque qui est bien possible que pour le proof of work, c'est de du coup changer l'historique et avec la puissance du calcul qui doit dépasser un certain montant, qui est l'ordre de 51%, il serait capable en effet de réécrire l'histoire et d'obtenir une chaîne la plus longue avec des transactions invalides ou des transactions faussées, ce qui pourrait en effet endommager le système comme un tout. Donc là, on a fait un petit schéma pour représenter, entre guillemets, le réseau Bitcoin SV, sur lequel on a pu avoir dans le passé une attaque de 51%, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, Ethereum classique, qui a été aussi l'évolution d'Ethereum après qu'il y a eu un fork, a pu subir ce type d'attaque. Donc vous voyez qu'il y a des blocs avec des transactions. Lorsque les acteurs majeurs du réseau se mettent à collaborer ensemble, ils peuvent en effet créer des fausses transactions, les inclure dans l'historique comme si elles étaient vraies, ou effacer des transactions, par exemple, qu'ils ont pu faire dans le passé, et du coup récupérer les fonds qu'ils avaient déjà donnés à quelqu'un. Dans la suite, sur la couche de gouvernance. Je laisse la parole à Thomas. Oui, les attaques sur gouvernance. Donc là, on vient de voir avec Jean-Loïc les attaques par consensus, mais il est possible aussi de mener des attaques au niveau de la gouvernance, en fait, même de la blockchain. Donc la gouvernance des experts cyber, c'est une chose qui vous parle. En fait, une blockchain, comme en fait dans les écosystèmes cybersécurité, c'est plus que de la technique. C'est aussi en fait des êtres humains, des utilisateurs qui utilisent un écosystème et qui n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts. Les intérêts d'un utilisateur final ne sont pas les intérêts d'un validateur, d'un mineur ou même d'un développeur d'application. Donc le but du jeu quand vous développez un écosystème, c'est de relier tous ces intérêts pour qu'ils aillent dans l'intérêt même en fait de l'écosystème. C'est facile à faire quand tout va bien, mais c'est plus difficile à faire dans les gestions de crise. Ça peut vraiment quelque chose qui peut mener à une descente aux enfers. Pour cet exemple-là, on a choisi un exemple d'actualité que vous avez peut-être entendu dans l'actualité, qui est en fait l'exemple du Terra. Donc le Terra qui était une blockchain prometteuse jusqu'en mai 2022.
et qui a vu, pour des raisons technico-économiques, la chute de son token, donc une valeur qui est passée de 100 $ le token à quasiment 2 $. 18% de chute, c'est énorme. Quel a été le problème? C'est que c'est dans cette crise, ça a accentué d'autres problématiques. Parce que le mécanisme de consensus du Terra était de la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que plus vous aviez de tokens, plus vous aviez de pouvoir. Mais si les tokens perdent en valeur, les propriétaires vendent leurs tokens, les acteurs malicieux peuvent en racheter, et donc prendre le pouvoir et détruire en fait votre écosystème. Donc là-dessus, les créateurs du Terra ont évité ce problème-là dans cette gestion de crise, mais malheureusement, ils ont dû arrêter en fait leur écosystème à ce moment-là. C'est un cas qui était exceptionnel. Et dans ces épisodes, en fait, au sein de cette crise, en fait, on a pu voir cet exemple sur la gouvernance. Je laisse passer sur le point suivant. Super, merci Thomas. Donc maintenant, nous allons parler un peu des applications décentralisées. Donc il faut comprendre que les applications décentralisées sont à peine plusieurs smart contracts en fait, qui vont travailler ensemble pour pouvoir proposer des services. Donc il faut aussi se rendre compte que dans l'écosystème des blockchains publics, en tout cas, les smart contracts sont accessibles par tout le monde. Donc ça veut dire que la surface d'attaque peut être assez grande, et notamment lorsqu'on a plusieurs smart contracts qui sont imbriqués, on peut avoir plusieurs flows qui permettent d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Donc c'est très important d'utiliser des méthodes de contrôle d'accès pour authentifier les utilisateurs qui vont pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de l'application ou pas. Et donc dans cette couche, on va vous présenter un attaque qui a eu lieu en fait sur le network Polynetwork en fait, un hack qui a pu récupérer plus de 600 millions de dollars. Et en fait, Polynetwork, je vais vous expliquer très brièvement à quoi ça correspond. C'est un bridge en fait entre plusieurs blockchains. Donc c'est ce qu'on parlait en termes d'interopérabilité, comme Alex l'a très bien expliqué. C'est de faire connecter plusieurs blockchains entre elles, parce qu'une blockchain c'est un réseau fermé. Et en fait, l'idée c'était de pouvoir permettre à ce que les cryptoactifs puissent être échangés entre les différentes blockchains, comme par exemple Ethereum, Binance Chain. Et donc, Polynetwork, ce qu'il proposait, c'était d'avoir plusieurs wallets sur plusieurs blockchains différentes avec des fonds pour que les gens puissent venir déposer des fonds et récupérer les fonds sur une autre blockchain. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails de comment, au niveau du code, comment ça s'est passé, mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que du fait que la surface d'attaque est très grande sur les applications décentralisées, un attaquant, il a pu trouver une méthode sur laquelle il n'y avait pas de vérification par rapport à qui pouvait appeler cette méthode. Et en fait, il a trouvé un flow dans les plusieurs appels pour pouvoir appeler une méthode qui était normalement qui était censée être appelée uniquement par le propriétaire du contrat. Et cette méthode permettait de faire quoi? Elle permettait en fait d'ajouter une nouvelle clé publique du propriétaire des fonds qui étaient déposés sur les différentes blockchains. Donc l'attaquant, il a pu ajouter sa clé publique dans ce mécanisme de validation, et il a pu par la suite récupérer tous les fonds qui étaient posés sur tous les différents smart contracts. Donc il a réussi à récupérer plusieurs types de tokens, que ce soit du Ether, du Binance, du BNB sur Binance, entre autres. Et il a pu cumuler 611 millions de dollars sur ce hack, ce qui était le deuxième le plus gros hack de l'histoire après celui de Axie Infinity. Maintenant, nous allons passer à la suite sur les applications centralisées. Et justement, si Jean-Louis vous a présenté des applications décentralisées, c'est parce que certaines applications sont centralisées. Ça a plusieurs avantages en fait pour des acteurs qui veulent organiser une application. Donc avoir seulement un groupe restreint d'organisateurs, voire un seul utilisateur, c'est un avantage pour gérer la maintenance du système, gérer les accès, que ça va beaucoup plus simplifier, ou même juste gérer la réglementation pour se déployer dans différents pays. Par contre, si ces acteurs sont dans leur zone de confort pour déployer tout cela, les attaquants le sont aussi, parce qu'ils ont l'habitude en fait de ce genre d'application. C'est ce qu'ils essaient tentent en fait d'attaquer en fait quotidiennement sur des applications non blockchain. Donc c'est un gros point de vigilance en fait au niveau de ces applications-là, c'est d'apporter les mêmes standards de sécurité que dans les applications classiques pour être sécurisées. Et une deuxième problématique qu'il y a avec les applications centralisées, c'est qu'il en existe aussi qui sont connectées à certaines applications de finance décentralisée, d'applications décentralisées comme vous a présenté Jean-Loïc. Et c'est le cas en fait de l'exemple qu'on vous a exposé ici.
Donc, c'est l'exemple, en fait, d'une structure qui s'est fait attaquer par le Lazarus Group. Lazarus Group, qui est un groupe criminel nord-coréen, qui a réussi à dérober 650 millions de dollars. 650 millions de dollars, c'est une des plus grosses attaques qui a eu lieu en fait dans les écosystèmes blockchain. Ça a même été suivi par le FBI. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a su que c'était le Lazarus Group qui était derrière tout cela. Concrètement, comment avait lieu cette connexion? Qui est Sky Mavis qui s'est fait attaquer, qui est un acteur centralisé? C'est un acteur qui est dans un écosystème qui s'appelle Axie Infinity, qui est en gros en fait un écosystème de gaming. C'est un jeu vidéo. Plus vous jouez, plus vous gagnez en fait de la valeur en fait de la monnaie, des actifs. C'est du pay to earn. Ils ont connu une montée en puissance en 2021, une popularité. Et comme en fait un peu tout acteur, comme des acteurs traditionnels qui doivent sous-traiter ou avoir des partenaires, ils ont fait appel à Axie Infinity a fait appel à Sky Mavis afin de pouvoir monter en charge et répondre en fait aux besoins de transactions qui étaient forts à ce moment-là. Mais pour se déployer rapidement, ils ont dû mettre en place une application centralisée. Et vous allez voir sur la page suivante en fait comment était constituée du coup cette surcouche de Sky Mavis sur le réseau Roin, qui fait aussi l'objet de Bridge qu'on a pu discuter en introduction. C'est un réseau qui était composé de seulement 9 nœuds. 9 nœuds, c'était plus facile à gérer, c'était plus facile à organiser, et c'est une gouvernance qui a été pu mettre mis en place pour gérer en fait la montée en charge. Mais 9 nœuds, en fait, avec un processus de consensus, un peu de vote à main levée, il suffisait que 5 nœuds étaient d'accord pour valider une transaction. Et bien c'est ça le problème, Lazarus Group en fait a réussi à récupérer les clés privées des nœuds, de 4 nœuds qui appartenaient à Sky Mavis et 1 à Axie. On t'a perdu. Bon, je pense qu'on a perdu Thomas. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va peut-être conclure cet exemple. En fait, juste pour conclure sur la thématique, donc en effet, le groupe Lazarus a récupéré 5 clés, l'accès à 5 des serveurs. Et donc, ils ont pu en fait valider un peu toutes les transactions qu'ils voulaient, ce qui leur a permis en fait de drainer tous les assets qui étaient stockés sur la bridge d'Ethereum et en fait récupérer tous les fonds qui étaient bloqués pour les joueurs de Axie Infinity. Donc malheureusement, on n'aura pas le temps de passer sur toutes les couches parce qu'il y en a un paquet, mais nous invitons fortement à aller voir le document parce qu'ils sont très bien détaillés, il y a plus d'exemples et ça va reprendre certains des éléments qu'on vous a présentés aussi. Donc je vais juste avancer peut-être vers la fin et passer la main du coup à Christophe. Tout à fait, ou Stéphane, comme tu souhaites. On voit quand même que, enfin, ce qu'on voit, c'est que l'écosystème, d'une manière générale, on sent bien que la couche sous-jacente, excusez-moi, est relativement sécurisée. On ne se pose pas trop de questions, mais ce qu'on voit quand même, c'est que ce milieu est très complexe, très évolutif, avec de multiples couches qui se rajoutent. Et on voit quand même un gros manque de maturité dans la sécurité, enfin, des vols. Enfin, quand on imagine dans le monde classique bancaire, la BNP ou la Banque de France, où, je vous rappelle, une des grosses attaques sur la Banque centrale du Bangladesh, ils ont réussi à partir avec 81 millions de dollars, ce qui était quand même assez extraordinaire à l'époque. On n'imagine pas des attaques de cette nature-là dans le monde réel, et quand on dépose son argent à la BNP ou à la Société Générale, hein, c'est pas spécialement la BNP, on n'imagine pas pouvoir se le faire prendre aussi facilement. Là, on voit quand même que les pirates informatiques, de manière assez facile, peuvent bénéficier de failles, et on voit quand même un manque de maturité certain dans cet écosystème et dans les différentes couches qui la composent en tout cas. Donc on souhaite bien évidemment continuer à travailler sur ces sujets-là et apporter notre contribution. La question c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne sais pas si Alexandre, tu voulais poser ta question ou pas. Je ne sais pas si on peut donner la main aux gens qui sont sur le meeting pour peut-être, voilà, soit par chat ou soit par, voilà, permettre éventuellement de voir.
à réagir après ce catalogue d'attaques, donc qui pose le sujet. On a plein d'idées sur la suite du Voilà. GT. Donc on va vous les exposer, nos idées, mais avant de vous les exposer, on peut effectivement vous faire réagir. Alors, je peux vous donner, du coup, je peux permettre à tout le monde d'accéder à son micro. Comme ça peut vous permettre de réagir. Mais je te laisse expliquer les 3-4 orientations. Tout à fait, tout à fait. Donc pendant ce temps-là, donc effectivement, il y a plusieurs idées qui ont fait jour. Une des premières idées, c'est de rentrer un peu plus en détail, de choisir quelque part des sujets dans les attaques qu'on a vues pour présenter des solutions techniques, des solutions organisationnelles, en tout cas de faire une analyse de risque plus complète pour déterminer voilà, des axes d'évolution qui pourraient être intéressants. Une autre piste également d'exploration, ça serait de le faire vis-à-vis de cas d'usage, c'est-à-dire de prendre des implémentations de projets blockchain, pas forcément de crypto actifs, mais ça peut être d'autres types de crypto actifs, et de voir sur des implémentations concrètes quels sont les différents axes de sécurisation qui peuvent être apportés. Et enfin, il y a un troisième axe de travail sur lequel on voudrait travailler. Stéphane, tu compléteras sur les thèmes, mais ça serait d'explorer des implémentations sécurisées d'autres usages que des cryptoactifs de la blockchain. On parlait de gestion des identités ou de traçabilité forte entre donneurs d'ordre et employés pour garder des traces fiables. Est-ce que Stéphane, tu veux prendre la main sur ce sujet-là, détailler un peu les cas d'usage? Oui, Christophe, merci beaucoup. Donc, très rapidement, l'idée, c'est de voir, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'avait pas besoin d'une méthodologie d'évaluation de la blockchain? On est très vite arrivé à la conclusion que le périmètre était trop large et trop varié. Donc, on a réfléchi à 2 cas d'usage qui pourraient servir justement de faire cette analyse de risque de type EBIOS Risk Manager. Donc, l'accès, la gestion d'identité dans un monde d'entreprise, donc ce qu'on appelle l'IAM, Authentication Management. Et le deuxième sujet serait donc la traçabilité de la supply chain ou des échanges donneurs d'ordre, parce qu'aujourd'hui, la directive NIS-V2 a été votée au niveau européen, et quand elle sera mise en œuvre, elle obligera toute la chaîne de sous-traitance des OIV et des OSE à avoir les mêmes obligations en termes de cybersécurité. Voilà, donc l'idée, c'est un appel à la contribution ou ouverture pour pouvoir définir 2 cas d'usage et d'en définir un petit peu l'architecture pour pouvoir faire une analyse de risque. Et ensuite, dans une peut-être deuxième ou troisième étape, voir s'il n'y aurait pas la nécessité d'établir une méthodologie d'évaluation en fonction du périmètre et en fonction du cas d'usage.